Vision est un podcast sur la photographie contemporaine créé en 2019. Ce mois-ci, on fête nos 2 ans. Pour célébrer ces 2 belles années avec vous, on met en place pendant un mois, du 15 mai au 15 juin, une capsule avec une vente de tirage limitée de certains photographes invités par le podcast. Un grand merci au laboratoire Picto, notre partenaire, qui a procédé à l'impression de tous les prints. Rendez-vous donc sur notre site à partir du 15 mai, visionpodcast.fr/shop pour plus d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien directement dans le texte qui accompagne le podcast. Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Avec Adobe Creative Cloud, vous pouvez donner une nouvelle dimension à vos projets en utilisant par exemple Photoshop sur iPad ou bien dessiner et peindre avec Adobe Fresco, jouer avec la 3D et la réalité virtuelle et plus globalement rejoindre une communauté mondiale de créatifs. Suivez le lien dans la description pour un essai gratuit. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. En tant qu'artiste, comment se protéger et faire exister ses droits ? Comment s'en sortir avec le charabia juridique et une certaine phobie administrative ? À qui et comment faire appel quand on veut se défendre juridiquement ? Et oui, ça fait beaucoup de questions et en tout cas, on aura des réponses précises aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vision. Je suis Alyosha Boy, je vous accompagne depuis la création en 2019. Pour ce podcast, on enregistre un épisode avec Lucie Tréguier et Corentin Chimel du Barreau des Arts. Cette association créée tout récemment, exactement en 2020, on va en parler, vise à promouvoir l'accès aux droits aux auteurs et aux artistes interprètes. Concrètement, le Barreau des Arts met à leur disposition depuis son site une plateforme qui permet d'expliquer le ou les problèmes juridiques qu'ils rencontrent et d'être mis en relation avec les bénévoles de l'association. Vous allez d'abord tomber sur des étudiants et puis des avocats ensuite. Je pense que ce podcast va toucher beaucoup d'artistes, beaucoup de photographes qui ont par exemple une peur bleue des papiers, des mots comme administration, droit ou comptabilité. On va essayer de creuser et de faire face à ce type de phobie. Et puis face à la crise que nous traversons là, qui commence à être longue, qui affecte lourdement les artistes, les valeurs de solidarité, d'action et d'engagement sont essentielles. J'espère en tout cas que ce podcast pourra aider plusieurs d'entre vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager suite à l'écoute. Et pour celles et ceux qui font pas forcément un métier en lien avec le monde de l'image ou bien qui le pratiquent de manière amateur, je pense que ce podcast pourrait être également très intéressant. Allez, on va rejoindre Lucie et Corentin dans le 20e arrondissement pour parler de tous ces questionnements et pouvoir y répondre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour Lucie et Corentin. Bonjour Alyosha. Merci d'être avec nous aujourd'hui, tout d'abord. Je vous ai introduit brièvement juste avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, Lucie ? Peut-être tu peux commencer. Je suis Lucie Tréguier, je suis avocate au Barreau de Paris. Je suis présidente et cofondatrice du Barreau des Arts. J'ai un parcours académique qui est un mélange de droit et d'art, puisqu'effectivement j'ai une licence en histoire de l'art et un master 2 de droit de la propriété intellectuelle. Donc jusqu'à la L3, je faisais du droit et de l'histoire de l'art. Et ensuite, en M1, je me suis orientée plus vers le droit dans l'idée de devenir au début commissaire-priseur, puisque j'étais très intéressée justement par le milieu du marché de l'art, puis avocate. Et donc, j'ai décidé d'opter pour le métier d'avocat. Donc, en 2015, j'ai passé le barreau de Paris que j'ai eu. Et ensuite, j'ai décidé de partir à l'étranger, puisque j'avais pas envie de commencer à exercer tout de suite. Et donc, je suis partie en Australie et j'ai travaillé pendant 3 ans en Australie, où j'étais notamment, donc j'étais avocate en cabinet australien, mais également je me suis investie en tant que bénévole dans une association qui s'appelle The Arts Law Center of Australia et qui délivre justement des conseils juridiques pro bono aux artistes précaires. Donc ça recoupe un peu sur la genèse du Barreau des Arts, puisque c'est de cette expérience qu'est née mon envie de créer une association qui délivre des conseils juridiques pro bono aux artistes qui n'existaient pas en France. Voilà. Pro bono, juste pour spécifier, c'est tout simplement pour le bien public en latin, pour celles et ceux qui sont pas au point voilà. En termes juridiques. Corentin, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Corentin Chimel. Donc j'ai également fait des études de droit. On s'est rencontrés avec Lucie donc en master 2 de droit de la propriété littéraire artistique à Assas. Suite à ça,
j'ai étudié à l'école du barreau. Moi, j'ai commencé à travailler comme avocat pour quelques mois. Et en fait, j'ai arrêté et j'ai décidé de faire une formation dans une école de photo. Voilà, aujourd'hui, moi, je travaille comme photographe. Et bon, j'ai un parcours qui a été toujours aussi assez lié à l'art, puisque je faisais du piano depuis que j'étais enfant. Enfin, j'ai étudié à la Schola Cantorum en piano classique pendant très longtemps. Je faisais de la photographie. Et c'est en constatant aussi toutes les problématiques juridiques que les artistes rencontraient, auxquelles ils n'arrivaient pas à répondre. On s'est retrouvés avec Lucie, en fait. On s'est retrouvés avec Lucie, puisqu'on était camarades en master, et quelques années après, donc Lucie revenait d'Australie, on a partagé nos constats communs sur la situation des artistes, puis on a décidé de structurer ensemble ce qui est devenu l'association le Barreau des Arts. Voilà. De faire le lien entre le monde de l'art et celui du droit. C'est ça, ouais, c'était vraiment notre conviction et notre envie. Et toi, Corentin, juste pour rentrer un tout petit peu dans les détails de ta pratique, tu es photographe-auteur, c'est ça ? Alors, moi, je suis sous un statut de photographe artisan, mais bon, en fait, ça, je reviendrai plus tard dans le podcast. On va parler de ça a priori. Voilà. Donc, ça, c'est pour le statut administratif. Ensuite, en tant que photographe, je suis auteur des œuvres que je réalise. Voilà, donc non, moi pour détailler un petit peu ma pratique, donc comme je te disais, à la base j'ai commencé vraiment comme amateur, donc comme énormément de photographes, et c'est ensuite où j'ai décidé donc de faire une école de photographie à Paris pour confirmer ma pratique, découvrir aussi plus l'écosystème de la photographie que je connaissais assez mal puisque je le voyais avec beaucoup de distance. Et suite à ça, en me professionnalisant, ensuite je suis passé par le choix évidemment des statuts administratifs, etc. Voilà, ce qui me permet de structurer mon activité professionnelle, puisqu'aujourd'hui c'est essentiellement de ça que je vis. Donc quand on sort d'école d'art ou au début de sa pratique, tout simplement, on a souvent du mal à choisir son statut. On vient d'en parler, à comprendre tous les droits liés à sa pratique. En fait, on a envie de se concentrer sur sa création artistique, finalement. Pourquoi ce constat que vous avez fait de lacunes juridiques, presque de vide en termes de connaissances chez beaucoup d'artistes émergents et même d'artistes confirmés, et comment y remédier, selon vous, Lucie ? Alors ce constat, effectivement, on l'a fait, Corentin et moi, que ce soit dans nos pratiques artistiques, dans les différents milieux dans lesquels on exerçait, mais aussi on l'a vu en fait dès le stade de l'étude, puisqu'effectivement que ce soit les photographes et les artistes en général, lors des études, donc dans les écoles d'art, il y a très très peu de formations qui sont liées au droit. Et à juste titre, en un sens, puisqu'effectivement, surtout quand on est jeune artiste, comme tu le dis, Alyosha, c'est sûr qu'on préfère se concentrer sur la création, puisque c'est quand même plus intéressant, en tout cas pour les artistes. Moi, j'adore le droit, mais c'est plus intéressant que le jargon juridique, les questions contractuelles, les questions de droit, etc. Donc, je pense que le pourquoi, c'est vraiment lié aux études. Et un peu peut-être à une rupture un peu entre le monde du droit et le monde de l'art qu'on a encore du mal à expliquer, mais en tout cas on le confirme avec nos clients et avec surtout les bénéficiaires du Barreau des Arts. Il y a souvent au début un peu une méfiance des avocats, peut-être qu'on voit un peu comme quelque chose quelqu'un qui est assez difficile d'accès. Ils s'imaginent peut-être qu'ils vont avoir en tout cas quelqu'un qui sera pas nécessairement à leur écoute, etc. Ce qui évidemment est faux, et c'est notamment la raison pour laquelle on a créé le Barreau des Arts, pour tendre la main des artistes et leur dire on est là pour vous et on peut vous apporter les réponses à vos questions que vous posez. Donc voilà. Oui, ça intervient souvent en école d'art à la fin du cursus, donc dans les dernières années. Il y a aussi beaucoup d'artistes, d'auteurs qui simplement ne font pas d'école aussi. Donc c'est-à-dire que eux, ils sont autodidactes, ils doivent se former par eux-mêmes, et là ils sont confrontés à, je dirais, une multitude de choses à gérer, qui peut être des enjeux juridiques, des enjeux de comptabilité, de fiscalité, de communication. Voilà, tout ce qui fait qu'ensuite, à un moment dans sa carrière, on doit pousser ses projets. Et le droit étant technique, c'est un domaine compliqué. C'est vrai que ça prend des années pour le maîtriser. Pour devenir avocat, c'est quasiment 7 ans d'études. Et ce qui fait qu'à un moment, les auteurs se retrouvent devant des informations qu'ils comprennent pas ou qu'ils comprennent mal, et surtout qu'ils ont du mal à appliquer. Parce que on peut se renseigner, on peut avoir accès à pas mal de ressources pédagogiques qui existent sur les sites de différentes de syndicats, d'organismes représentatifs, etc. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est confronté à la pratique ? Voilà. Concrètement, quoi. Concrètement, c'est ça.
Et c'est là où, comme disait Lucie, soit on peut avoir ensuite accès à des avocats. Si on n'a pas accès à des avocats pour des raisons financières, on y reviendra, mais ça c'est l'objet de notre association. Sinon, échanger, continuer, se renseigner, se cultiver en fait juridiquement. C'est ça, au-delà de l'appel à des avocats, en fait, ce qu'on essaie de dire, c'est que c'est important de se renseigner en amont, de bien comprendre les droits applicables, même le basique des droits, pour ne pas être dans une situation déséquilibrée lorsque la situation se présente avec un co-contractant, avec une galerie, avec un musée, de comprendre ne serait-ce que les bases du droit d'auteur pour pouvoir s'affirmer en tant qu'artiste. Et en fait, c'est un peu ce que Corentin dit, mais c'est en tant qu'artiste et en tant qu'entrepreneur, puisque les deux en fait sont liés. Tous les artistes qui veulent en tout cas vivre de leur art doivent être un peu entrepreneurs. On va rentrer en toute façon dans le concret et donner quelques exemples aussi de problèmes juridiques ou de problèmes que peuvent avoir certains artistes et photographes. Alors on parlait du terme pro bono à l'instant. Désigne, j'ai regardé, je me suis un petit peu informé pour ce podcast, et désigne aussi un travail réalisé à titre gracieux par un professionnel à destination des plus défavorisés. Donc justement, parlons du type de public qu'elle vous adressez. On a évidemment dû définir un public, puisque les conseils sont donnés bénévolement, comme c'est ce que tu dis. Bon, on utilise pro bono parce qu'on est avocat, on aime bien le latin, mais on utilise aussi le terme bénévole pour justement que tout le monde comprenne bien que c'est gratuit. Et donc le seuil qu'on a défini, en fait, c'est le seuil de l'aide juridictionnelle. Qui est un seuil qui est déterminé selon différents critères. On peut revenir en détail si ça te semble utile, mais en fait d'un point de vue plus théorique, en fait, ça nous semblait nécessaire de définir ce seuil, puisque on peut pas, hélas, on aimerait, mais on peut pas donner des conseils juridiques gratuits à tous les artistes, parce qu'on est aussi avocat, que c'est aussi, nous aussi on est entrepreneur, et on a besoin de vivre aussi de ce qu'on fait. Mais donc c'est les raisons pour lesquelles on a fixé un seuil, et aussi même moralement, et souvent les artistes le comprennent, ça nous semble juste que ce soit les artistes précaires qui bénéficient des services. Donc concernant la précarité, c'est difficile de définir la précarité, puisque nous on est personne pour dire que tel artiste est précaire. On comprend aussi, et je crois qu'on en avait discuté d'ailleurs à Alyosha, on comprend que souvent les revenus des artistes c'est fluctuant. C'est fluctuant mensuellement, c'est fluctuant annuellement, donc c'est très difficile à définir, mais du coup on a choisi le seuil de l'aide juridictionnelle, qui est un seuil qui existe déjà. Donc peut-être on peut spécifier, Corentin, ce seuil. C'est ça, alors, parce que c'est effectivement l'aide juridictionnelle en tant que telle, donc ça permet aux personnes qui ont des revenus insuffisantes de bénéficier de la prise en charge totale ou partielle des dépenses des frais de justice, on va dire. Bon, et ça c'est donc une somme qui est octroyée par l'État. Nous on se base simplement sur le barème, et c'est un barème qui est réactualisé tous les ans, voire plusieurs fois par an, et en fait on peut bénéficier de l'aide juridictionnelle si le revenu fiscal de référence et la valeur du patrimoine mobilier et immobilier ne dépassent pas certains plafonds. Voilà. Par exemple, un revenu fiscal de référence qui va être entre 11 262 et 17 000 euros par an. Voilà. Ou pour un patrimoine immobilier de 33 000 euros. Voilà. Et si ces plafonds sont dépassés, on peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. Bon, nous, en pratique, en fait, pour l'association, ce qui se passe, c'est que l'artiste va va renseigner ces informations sur le formulaire sur le site. Il va avoir accès à un simulateur, donc il va rentrer tout simplement ses revenus et voir s'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale. À partir de ce moment-là, nous, on ne vérifie pas. C'est une déclaration sur l'honneur pour l'artiste, et s'il est bénéficiaire, il peut avoir accès à nos services, simplement. Et ensuite, donc, on arrive vers cette armée, entre gros guillemets, de bénévoles qui vont aider les artistes. Comment ça se passe chronologiquement, en fait ? C'est une très très belle armée qu'on a mis en place. C'est une très belle armée, et juste peut-être avant de revenir là-dessus, pour répondre aussi finir de répondre à la question d'avant, au-delà simplement du critère financier, il y a aussi un critère important qui est celui du droit d'auteur. Donc il faut aussi que ça soit des questions donc relatives au droit d'auteur. Bien sûr. Ouais. Et donc nous, on va s'adresser à un public qui est pas uniquement un public d'auteurs photographes, par exemple, parce que là, on s'adresse pas mal à des photographes, mais ça peut être des musiciens, ça peut être des scénaristes, ça peut être des sculpteurs. Enfin, ça va être tous les arts.
qui sont représentés et sur lesquels on va intervenir. Et d'ailleurs, on a décidé de cette pluralité de médiums et donc de bénéficiaires, puisqu'on a pris le critère qui est celui du code de la propriété intellectuelle. Dans ce code, qui est notre code de référence, l'auteur est défini en tant qu'auteur, donc, et en fait, l'auteur, ça inclut l'ensemble de ces professionnels dont parle Corentin. Donc, pour nous, en fait, puisque le droit applicable, qui est notre matière, ce qu'on fait, s'applique de la même manière, évidemment, il y a des distinctions, notamment pour les musiciens et dans le milieu audiovisuel et dans le milieu du livre. Bon, il y a évidemment des distinctions, mais les bases du droit d'auteur s'appliquent de la même manière, quel que soit le médium utilisé par l'artiste. Donc, c'est les raisons pour lesquelles les services sont ouverts à tous les artistes auteurs et d'ailleurs les artistes qui peuvent bénéficier du droit voisin, mais là on va peut-être entrer un peu trop dans la technique. Par exemple les interprètes en fait en musique. Les comédiens. Donc ensuite d'un point de vue pratique, donc l'artiste se rend sur le site internet. Donc là il a accès, comme je te disais, au formulaire qu'il va remplir, il va renseigner avec ses mots ses problématiques juridiques. On va vérifier, donc il va faire sa simulation pour l'aide juridictionnelle, il va déclarer qu'il est recevable. Ensuite, ce formulaire, il va l'envoyer à l'association, et dans un premier temps, donc c'est un étudiant qui est spécialisé en propriété intellectuelle, donc c'est des étudiants de Master 2, qui va traiter le dossier, donc il va faire des recherches juridiques approfondies, il va appeler l'artiste, et il va réaliser une synthèse sur ce qu'il a, sur les éléments qu'il a. Ça, c'était important pour nous d'inclure les étudiants, parce que, comme on te l'a dit, on a été nous-mêmes étudiants en droit à l'époque, et il y a une dimension pratique qui peut manquer dans le parcours universitaire, ce qui est assez normal aussi, puisque les études de droit, c'est des choses très théoriques, et la pratique se développe ensuite en stage ou dans les premières années professionnelles. Mais nous, on s'est dit que c'était une bonne idée d'intégrer les étudiants en leur faisant des cas pratiques réels avec des artistes. Tout ça est fait de manière anonyme, mais ça leur permet un contact avec l'artiste, et ensuite ils vont faire cette synthèse qu'ils vont nous renvoyer. Après, dans un second temps, c'est donc les avocats qui vont délivrer le conseil. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une cinquantaine d'avocats bénévoles qui travaillent avec nous. Et le dossier donc qui est préconstitué par l'étudiant, donc qui aura fait, comme disait Corentin, ses recherches, qui aura appelé l'artiste ou confirmé. Tout ça va aller à un avocat bénévole, qui sont tous spécialisés en propriété intellectuelle, qui sont tous avocats au barreau de Paris, même s'il faut peut-être relever que nos conseils s'adressent aux artistes nationalement. Il n'y a pas c'est pas seulement les artistes parisiens. Ça, c'était très important pour nous. Mais en revanche, c'est des avocats parisiens, tout simplement parce qu'on a un partenariat avec le barreau de Paris, qui est le barreau dans lequel on exerce, et donc au sein du barreau de Paris, donc c'est évidemment les avocats qui sont inscrits pour des raisons déontologiques et autres, et donc liés à ce partenariat, c'est seulement les avocats parisiens, et donc les avocats vont ensuite l'avocat qui est désigné plus exactement va appeler l'artiste et lui donner le conseil juridique par téléphone de manière anonymisée. Et ce qu'il faut aussi peut-être noter à ce stade, c'est que l'avocat, donc tout ça se fait à l'oral, et l'avocat ne va pas pouvoir rédiger de contrat, ne va pas pouvoir, s'il faut assigner en justice, ça sera pas dans le cadre de l'association. Ça sera au-delà de nos services, puisque nous, vraiment, ce qu'on propose, c'est du conseil pré-contentieux ou du conseil même quand il n'y a pas de contentieux. C'est vraiment conseil, en fait. Et qui est déjà très très important, ouais. On va rentrer un petit peu dans le concret. Les problèmes des artistes sont assez divers, sont assez protéiformes. Qu'est-ce que vous retrouvez principalement comme questionnement ? Je sais que c'est une question très large depuis la création du barreau des arts. Les questions sont très variées et les principales, on va dire. C'est notamment lié justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à la diversité des médiums des artistes, puisque les questions, autant le droit applicable est le même partout, autant les questions sont vraiment multiformes. Alors, on va peut-être rester dans le monde de la photographie. De la photo, ouais. Alors, on a eu pas mal de dossiers. Pour information, du coup, c'est pas toujours nous qui les traitons. Donc, on va donner des exemples, mais voilà, c'est l'ensemble des avocats. Dans les dossiers, dans ce qui peut revenir de manière récurrente, il y a l'histoire du crédit photographique, on en parlait tout à l'heure, mais on a notamment en tête une jeune photographe qui avait travaillé pour un journal qui avait publié, il y a eu plusieurs publications où elle a jamais été créditée, elle s'est battue avec eux pendant des mois sans jamais avoir réparation. Alors là, l'idée, c'était de la conseiller, lui rappeler ses droits, etc. Il y a souvent des questions de droits moraux aussi. Donc le droit moral, je sais pas si on y reviendra plus tard,
Mais en gros, le droit d'auteur se distingue entre droits patrimoniaux et droits moraux. Et les droits moraux, c'est ce qui est la paternité de l'œuvre. Donc le droit, justement, c'est lié au droit d'être crédité. C'est le droit d'avoir son nom vraiment qui est indiqué sur l'œuvre, ou son pseudonyme, ou ne pas avoir son nom si on souhaite que son nom n'apparaisse pas. Mais c'est aussi le droit à l'intégrité de l'œuvre. Et ça, on a eu pas mal de questions là-dessus. C'est notamment si une photo est recadrée de manière grotesque, si la photo est utilisée dans un contexte qui n'est pas celui dans lequel l'autorisation a été faite et un peu dévalorisante, toutes ces questions-là, ça revient. Ce qui arrive souvent. Hein. Ce qui arrive souvent, ouais. Et ces questions-là reviennent assez régulièrement. Après, pour les photographes, on a aussi eu pas mal de questions contractuelles. Donc des questions notamment en lien avec des galeries. On peut pas vraiment entrer dans les détails. Le pourcentage. Il y aurait oui aussi sur des œuvres endommagées par exemple, des œuvres endommagées par une galerie et ensuite savoir quelle va être la responsabilité. Là il y avait aussi récemment une question sur un photographe qui s'interrogeait de pouvoir reproduire sur la couverture d'un livre une œuvre d'un autre artiste. Donc est-ce qu'il fallait son autorisation? En fait c'est extrêmement large. C'est vraiment large et nous comme disait Lucie, on intervient dès le début sur les premières questions que l'artiste peut se poser, que l'auteur peut se poser, sur la création de son œuvre, en fait, même les conditions de protection. Et ensuite, quand il commence à voir qu'il peut y avoir des problèmes qui se posent, éventuellement les stratégies, les contrats, des choses comme ça. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Alors il y a autant de façons de pratiquer la photographie qu'il y a de photographes, clairement. Comment bien exploiter le fruit de son travail, c'est important. Pour rappel, les statuts en photographie sont au nombre de 4. Photographes amateurs, artisans, tu en parlais Corentin, auteurs ou journalistes. Vous vous adressez, vous, principalement à des artistes auteurs. Pourquoi et dans quel cadre faire ce choix quand on est photographe? Alors, donc ça c'est une question qui est un peu compliqué et qui donne lieu à beaucoup de discussions, notamment chez les photographes. Et les statuts pour les photographes sont un peu complexes. Alors déjà, dans ta question, tu dis qu'on s'adresse principalement aux auteurs, mais c'est le premier point sur lequel je voudrais revenir. Nous, on s'adresse aux auteurs au sens juridique, pas au sens du statut. Voilà. Donc les statuts que tu évoquais là, donc amateur pour moi c'est pas un statut, mais on va dire artisan, auteur, journaliste, ça c'est vraiment des statuts. Des choses administratives. Nous, on s'intéresse aux auteurs au sens juridique. L'auteur, ça va être le créateur d'une œuvre originale et formalisée. Ça, c'est des critères qui sont définis. Et donc, il va avoir des droits moraux et patrimoniaux sur l'œuvre et pouvoir en disposer. L'auteur, il peut être amateur ou professionnel. On peut être un amateur, c'est-à-dire ne pas vivre de son art, mais avoir des droits d'auteur sur sa création. D'accord. Ensuite, le photographe, donc qui peut être l'auteur de l'œuvre, peut décider d'opter pour des statuts, donc pour un statut. Alors, il peut opter pour le statut donc de photographe artisan, de photographe auteur ou de journaliste, comme on avait dit. Bon. Mais quoi qu'il advienne, quel que soit le statut, s'il y a une création, il sera l'auteur de l'œuvre et il aura des droits d'auteur sur cette œuvre. D'accord. Alors, le statut administratif du professionnel, en fait, ce qui va découler de ça, ça va être des obligations en matière de paiement de charges sociales. Donc c'est essentiellement ça. Il faut distinguer le juridique du fiscal et du social. Donc pour l'auteur, donc le photographe qui va être sous un statut administratif de photographe auteur, lui il va devoir limiter ses activités à ce qui va être autorisé. Donc par exemple des sessions de droit ou des ventes de tirages numérotés et signés. Et donc il va cotiser sur les revenus qu'il enregistre en tant qu'artiste auprès des organismes dédiés. Je crois qu'avant c'était l'AGSA, Maison des artistes, puis maintenant c'est l'URSSAF du Limousin. Ça a changé assez récemment. Voilà. Alors, il peut aussi décider d'intervenir uniquement sur le statut administratif d'artisan. Donc là, il va pouvoir réaliser toutes les activités que le photographe peut faire. C'est très large. Donc, notamment des sessions de droit, notamment des tirages signés numérotés. La même chose que le statut d'auteur photographe permet. Finalement, les avantages du statut d'auteur, donc pour ceux dont les activités rentrent dans le champ, ça va être un taux de charge sociale qui va être plus réduit que celui des charges sociales des artisans, et aussi différents avantages fiscaux, par exemple l'exonération de la CFE. Également, le statut d'auteur est plus facilement cumulable avec d'autres professions. Donc, en conclusion, il est possible pour le photographe de cumuler les statuts d'auteur et d'artisan. Donc, le photographe va cotiser sur les revenus qu'il enregistre en tant qu'artiste auprès des organismes dédiés aux artistes, et pour les revenus de l'artisan, auprès de l'URSSAF et de la caisse de retraite dédiée. Voilà. Donc le choix du statut, c'est un choix administratif qui a des incidences fiscales et sociales, mais c'est pas exclusif du fait d'être auteur de l'œuvre. Donc nous, le Barreau des Arts, on s'adresse aux auteurs, tous les auteurs, voilà, quel que soit leur statut.
Voilà. Et donc, pour cette question qui est effectivement très technique, et il y a énormément de choses sur Internet, c'est souvent très mal traité. Moi, je vous conseille la lecture de peut-être le seul article clair qui a été écrit par l'avocate et photographe Joëlle Verbrugge et Eric Hainaut, qui est un expert comptable. Et d'ailleurs, on est partenaire le Barreau des Arts avec le Club TOT, dont il fait partie. Et l'article s'appelle « Est-ce possible de vendre juridiquement des droits d'auteur lorsqu'on n'est pas socialement artiste-auteur ?» C'est vraiment la référence. Il y a les taux qui sont indiqués. Beaucoup de détails. Je vous conseille vraiment la lecture de cet article. Mais en tout cas, c'est vraiment très important cette réponse-là, parce que justement, tu en parlais, quand on n'a pas fait d'école de photo, par exemple, quand on est autodidacte, on se sent très très facilement perdu avec le choix des statuts, c'est très complexe. Et il faut avoir mon cas également. Voilà, effectivement des ressources pédagogiques de qualité. Et le blog de cet avocat Joëlle Verbrugge là, qui s'appelle Droit et photographie, est vraiment une très bonne source d'information. Bon, on va parler maintenant brièvement du droit à l'image, qui est aussi un questionnement assez large et qui revient beaucoup dans plusieurs pratiques, notamment la photographie de rue. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce fameux droit à l'image en France ? Qu'est-ce qu'on a le droit de photographier ? Où et comment ? Alors effectivement, le droit à l'image, c'est une question qui revient souvent chez les bénéficiaires photographes. Le droit à l'image en France, il est défini par à la fois le code civil et les règlements de l'UE et le code pénal. Donc c'est un peu, il y a différents fondements possibles. Mais en réalité, c'est principalement par la jurisprudence, donc qui est les décisions des tribunaux, que le concept du droit à l'image est vraiment défini et ses contours. En réalité, ce qu'on voit dans la jurisprudence, c'est que c'est vraiment du cas par cas, donc c'est vraiment très factuel. Les principes, enfin, on peut exposer certains principes. Les principes, c'est que il y a en fait deux droits fondamentaux un peu à mettre en balance. Il y a le droit d'expression du photographe, donc son droit à la liberté d'expression, et il y a de l'autre côté, il y a effectivement le droit à l'image des personnes qui sont photographiées. Donc c'est toujours un peu un effet de balancier, comme souvent en droit, entre ces deux droits fondamentaux. En réalité, donc comme je disais, c'est très factuel. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de plusieurs critères. Donc le principe, oui, effectivement, un photographe peut photographier une personne. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il peut exploiter sa photographie ? Là, tu parles dans un endroit public. Il peut dans un endroit public, évidemment dans un endroit public, puisqu'effectivement, par exemple, si vous prenez une photo d'une personne que vous voyez là comme ça à travers une fenêtre, là la question est différente. Dans un endroit public, il peut, mais ensuite, en fait, devant les tribunaux, ce qui sera regardé, c'est notamment est-ce que ça va porter atteinte à l'intégrité de la personne. Ça sera aussi à quel point la photographie est grande. Donc par exemple, si la photographie est immense et que la personne apparaît en premier plan de cette immense photographie, ça sera pris en compte, et d'autant plus si par exemple la personne n'est pas à son avantage, la personne pourra dire ça touche atteinte à son intégrité, et donc ça sera pris en compte aussi dans l'examen du droit à l'image. Et tu parlais d'un endroit public. Alors la question se pose dans un endroit privé maintenant. Est-ce que vous pouvez vous définir peut-être des endroits ou des monuments qui sont impossibles à photographier, Corentin ? Alors des monuments, donc ça peut être aussi dans l'espace public, puisque du coup on peut revenir sur la question du droit d'auteur, donc qui va être différente de celle du droit à l'image. Dans l'espace public, il peut y avoir effectivement des monuments ou des sculptures ou des œuvres d'art qui vont être toujours protégées par le droit d'auteur. Alors, il y en a qui vont ne pas l'être, puisqu'elles vont être tombées dans le domaine public, en tout cas les droits patrimoniaux sur l'œuvre auront expiré, donc a priori on peut utiliser la photo. Là, on parle bien du fait d'utiliser la photo, pas de la prendre, parce que le fait de prendre la photo, ça c'est quelque chose qui, dans tous les cas, est utilisé. C'est ensuite si on en fait une utilisation, et notamment une utilisation, je dirais, commerciale. Mais oui, il peut y avoir effectivement, des monuments qui sont encore protégés, et là, alors il y a ce qu'on appelle en droit la théorie de l'accessoire, donc qui est que si l'œuvre qui est représentée dans la photo est accessoire par rapport au sujet principal, a priori, l'usage sera autorisé. Par contre, si elle est vraiment centrale, là, il faudra obtenir l'autorisation des titulaires de droit. Là, c'est différent. Pour bien faire la distinction, là, c'est vraiment la question des droits d'auteur. Voilà. C'est pas le droit à l'image. Il y a aussi le droit à l'image des biens. Mais c'est encore une autre question. Mais là, c'est vraiment le droit d'auteur, et en fait, ça recoupe. La question peut se poser si, par exemple, vous photographiez une œuvre d'art d'un tiers, si vous photographiez une peinture.
en fait, c'est exactement la même question qui se pose, puisque sur un bâtiment, les droits d'auteur qui s'appliquent au bâtiment, c'est les mêmes. Ça sera 70 ans jusqu'à la mort 70 ans après, la mort de l'auteur, de la même manière 70 ans après la mort du peintre. Donc la question se pose de la même manière. Si l'œuvre n'est pas tombée dans le domaine public, que ce soit une peinture ou une architecture, en principe, le photographe doit demander l'autorisation de son titulaire pour pouvoir exploiter. Et ce que j'ai peut-être envie de rajouter sur cette question, et parce que c'est important de bien comprendre ça pour les photographes, c'est que souvent, et on le note souvent dans notre pratique, c'est que souvent, en fait, les photographes sont commissionnés par une société. Donc, par exemple, si c'est un tiers qui vous demande de réaliser une œuvre photographique et que vous prenez cette photo, il faut bien faire attention au cadre contractuel entre la société et vous. Et en fait, bien souvent, ça va être au photographe de demander l'autorisation. Donc en fait, il va y avoir une clause qui est assez standard dans ce genre de contrat, qui va être que c'est au photographe de vérifier que toutes les personnes qui photographient ont bien consenti à être sur cette photographie. Et du coup, si la question du droit à l'image se pose alors que la société a exploité les œuvres du photographe, le sujet peut se retourner un peu, entre guillemets, contre le photographe si c'est prévu contractuellement. Donc, il faut toujours bien vérifier, et ça s'applique à toutes les problématiques des auteurs et des photographes en particulier. Il faut toujours vérifier le cadre contractuel applicable et refuser de signer un contrat ou en tout cas essayer de le modifier si ça vous semble totalement disproportionné. Par exemple, si ça vous semble disproportionné de demander l'autorisation de toutes les personnes que vous devez photographier dans le cadre de cette mission, dans ce cas, il faut essayer de faire en sorte que cette clause soit modifiée à votre avantage. Et on parle bien donc de ce qui se passe dans le cadre français, parce que bon, pour les photographes, effectivement, je pense qu'on a tous été confrontés à des moments dans la rue où des gens peuvent avoir des réactions presque violentes. Enfin, ça m'est arrivé de quelqu'un veuille voir la photo, c'est de l'argentique, carrément arrache la pellicule, en disant vous avez pas le droit de photographier, vous avez pas le droit de photographier. Bah si, on a le droit de photographier dans l'espace public. Voilà, la vraie limite, c'est ensuite sur la diffusion. A priori, une photo dans la rue, s'il y a une foule, si la personne on la distingue pas spécifiquement, l'usage devrait être possible, mais c'est vraiment du cas par cas. C'est très factuel. Et c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas donner des règles absolues parce que les décisions de justice peuvent varier également. Si vraiment il y a un doute, effectivement, et que la personne s'est aperçue ou on sait que ça va être là, une photo qui peut être intéressante, on peut toujours aller la voir et demander son autorisation, etc. Mais que ce soit par écrit d'ailleurs, c'est encore mieux pour pouvoir prouver qu'on a obtenu l'autorisation. Donc rien n'empêche, si c'est pas trop lourd ou en tout cas si vraiment vous voyez qu'il y a une personne en gros plan, que le photographe vous avez absolument envie de garder la photo. Et que vous avez absolument envie que le photographe ait un petit papier, une page avec un truc type de cession de droit qui fait signer à la personne concernée. Si c'est une photo qui semble importante pour lui, ça peut être une manière d'éviter en amont tous les problèmes possibles. Bon, en tout cas, on comprend que le droit à l'image, c'est vraiment très subtil et complexe. En photo de rue, surtout, qu'on prend quand même des expressions, on prend des visages, et souvent qui sont au premier plan, au final. Moi, j'ai en tête un exemple, alors peut-être que c'est une légende, on ne sait pas trop, mais un photographe américain qui s'appelle Bruce Gilden, qui se déplace dans les rues de New York, ou en tout cas qui se déplaçait, puisque là, il est un petit peu vieux, avec un avocat derrière lui. Donc voilà, pour faire le lien entre le monde de l'art et le monde du droit. Si les auditeurs ont besoin d'avocats qui nous contactent, on adorerait. Dans la rue, comme ça. Dans la rue, Après voilà, encore la législation aux États-Unis que moi je connais pas, mais probablement encore différente. Oui, clairement. Et puis, alors je parle peut-être plus en tant que photographe, mais et c'est personnel, mais peut-être qu'à un moment il faut pas non plus arrêter de prendre des photos. Parce que la législation prévoit telle ou telle chose. Il nous pousse au vice. Voilà, et comme disait Lucie au début, il y a aussi un équilibre à faire entre ce droit à l'image et puis la liberté d'expression et la liberté de création. Non, la question se pose après, c'est une publication de livre ou d'une exposition. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. Alors, on va rester encore dans le concret, des problèmes concrets qu'endurent les artistes, auteurs ou indépendants tous les jours. Cette fameuse la facture qui a largement dépassé la date limite de paiement qu'on connaît bien, nous les photographes.
Beaucoup d'indépendants semblent sans recours face à cette situation. Comment, pour être clair, un indépendant, un artiste peut se protéger et être payé à temps dans ce cas ? Donc effectivement, c'est une question également qui se pose souvent, donc tu fais bien de nous la poser. La facture, ce qui est intéressant de noter, c'est que déjà, elle peut être dématérialisée, donc vous n'avez pas nécessairement à avoir un document papier. Et ensuite, souvent sur la facture, et d'ailleurs, il faut le faire, si c'est pas le cas, c'est que ça respecte pas la législation, mais il faut indiquer la durée de paiement. Donc il faut indiquer que la facture doit être payée dans les X jours. C'est au maximum 60 jours à la date de facturation. Donc ça, c'est mieux, il faut l'indiquer si possible sur vos factures. C'est la première chose. Ensuite, lorsque la facture n'est pas payée et que c'est 60 jours ou moins si c'est prévu, on peut aussi prévoir que c'est moins dans la facture. Si c'est pas payé, ce que vous pouvez faire, évidemment, dans un premier temps, c'est d'essayer tout seul de demander. Je pense que c'est ce que tout le monde fait naturellement, puisque voilà. Mais hélas, parfois ça suffit pas, et je pense que c'est un peu le cadre de ta question. Ce qui peut être utile, c'est effectivement d'aller voir un avocat. Ça semble voilà, mais parfois et souvent un courrier qui est reçu avec une en-tête d'avocat et qui est signé par Maître X. C'est hélas, mais souvent ça fait quand même réagir, en tout cas en grande majorité dans ma pratique, c'est ce que je vois quand on envoie une mise en demeure d'avocat, souvent ça débloque la situation, et parfois il suffit d'une lettre et c'est tant mieux, voilà, un courrier d'avocat et ça débloque. Si jamais vraiment ça débloque pas et que il est assez récalcitrant, le co-contractant, dans ce cas, il y a des procédures qui existent, donc des procédures en justice. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on ne conseille pas, puisque les procédures sont souvent très longues. Ça peut prendre jusqu'à 1 an et demi pour une procédure normale. Après, il y a des procédures spécifiques en référé notamment qui sont plus courtes. Mais en tout cas, voilà, c'est assez long et c'est aussi assez cher. Donc du coup, si c'est une facture de 300 €, les frais d'honoraires, voilà, les frais d'honoraires et les frais de justice et potentiellement faire un constat, et enfin souvent ça monte assez rapidement, donc souvent on le conseille pas, et nous c'est aussi notre but que les bénéficiaires et les clients puissent aussi rapidement possible régler leur situation. Donc voilà, la procédure judiciaire, c'est quelque chose de possible et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, mais peut-être pour une facture qui est plus importante. Pour les artistes, pour les auteurs qui rencontrent ce cas-là, et dont je dirais le montant de la facture justifierait pas forcément aussi d'être représenté par un avocat, tout simplement structurer ses courriers, structurer ses mails de manière très précise, essayant de faire donc éviter les insultes, éviter les provocations, parce qu'on sait jamais où ça peut mener, et si un jour ça se retrouve devant un juge, ça serait mieux de l'avoir évité. Non, en tout cas, donner l'impression presque qu'on peut les représenter et qu'on sait de quoi on parle. Ne pas hésiter à rappeler aussi les fondements légaux, qui font que effectivement à partir d'une certaine date, la facture doit être payée, pour donner l'impression en tout cas au contractant qu'on prend les choses sérieusement et qu'on connaît ses droits. C'est toujours important de le montrer, et ça peut rapidement rééquilibrer les rapports de force. Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Bon, on est sur la fin du podcast. Il est important quand même dans ce podcast de partager des nouvelles informations aux auditeurs et aux auditrices. Moi, je conseille personnellement le groupe Facebook Devis Excel GPLA, qui a pour but d'aider les entrepreneurs, entrepreneuses, photographes, quels qu'ils soient, notamment dans la réalisation de leurs devis. On parlait là de factures de devis de relance, les modes de calcul, la mise en forme. Voilà, ça c'est autre chose. Là, on parle de comptabilité, mais c'est aussi quelque chose qui est une partie importante chez les photographes. Vous, de votre côté, quels principaux conseils juridiques, parce qu'on reste dans le cadre juridique ici, donneriez-vous à des photographes ou artistes qui débutent ? Il y a pas mal de conseils à donner. Je pense que le principal, ça semble assez logique, mais c'est de bien comprendre ses droits. Et nous, c'est aussi la raison pour laquelle on a mis en place des formations dans les écoles, puisqu'on sait que parfois c'est plus facile d'avoir quelque chose qui est donné sur un plateau. Donc on essaie dans le cadre de ces formations d'apprendre aux jeunes artistes en école quels sont les fondamentaux du droit d'auteur, pour qu'ils comprennent qu'ils soient outillés lorsque une situation problématique se présenterait. On conseille aux artistes de garder les preuves de leur création.
Et ça, c'est à la fois pour prouver la paternité sur l'œuvre, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais pour prouver que c'est vous l'auteur des œuvres que vous créez, mais c'est également pour prouver l'antériorité des œuvres dans le cadre d'une action ou dans le cadre d'un éventuel contentieux. Concrètement, juste une donc preuve, ça serait quoi ? Concrètement, la preuve, elle peut être multiple. Ça peut être parfois un mail peut suffire. Donc si vous envoyez, bien garder par exemple le mail. Si vous envoyez, si c'est une photo qui est commissionnée, par exemple, si vous envoyez, conserver ce mail d'envoi de la photographie. Après, il y a d'autres systèmes. Il y a par exemple les enveloppes solo. C'est une enveloppe disponible sur le site de l'INPI, donc qui est l'Institut national de la propriété intellectuelle, l'Office français, qui est généralement en charge plutôt des marques et des dessins et modèles, puisqu'en l'occurrence, et je pense que peut-être c'est important aussi de le dire à ce stade, en fait, vous avez sur votre création des droits dès lors que l'œuvre est créée, dès lors que l'œuvre est matérialisée, vous n'avez rien d'autre à faire. Les droits naissent sur la création, dès lors évidemment qu'elle est originale et les autres critères qu'on a mentionnés tout à l'heure. Mais l'INPI est utile puisque même si vous avez aucune démarche à faire pour protéger ces œuvres, cette enveloppe solo vous permet d'envoyer l'œuvre. Donc en fait c'est quelques dizaines d'euros, mais parfois au-delà même de l'INPI, vous pouvez par exemple envoyer à vous-même le courrier, vous envoyez à vous-même un courrier dans lequel il y aurait une copie ou l'un des originaux de l'œuvre et ne pas ouvrir évidemment le courrier, mais du coup le tampon de la poste pourrait faire foi dans le cas d'un éventuel conflit. Et ça c'est notamment pour prouver si par exemple vous avez un photographe tiers qui aurait repris soit votre photographie, soit des caractéristiques de votre photographie, ça permettra de prouver que vous êtes l'auteur et à la date à laquelle vous avez créé les œuvres. Pour la photographie, ce qui peut avoir sa limite là-dessus, c'est quand même le volume, puisque c'est vrai que les photographes, alors surtout avec l'utilisation du numérique, il peut y avoir quand même énormément de photos. Ce que je conseille de manière très pratique, et beaucoup de photographes le font, c'est de vraiment renseigner les métadonnées en fait sur les fichiers, puisque des logiciels comme Lightroom, c'est assez simple. Oui, c'est simple, mais en fait beaucoup de photographes le font pas non plus. Alors l'appareil photo enregistre toutes les informations sur la date, puisqu'on parle d'antériorité, la date va être enregistré, même si on peut la changer, donc il faut faire attention. Mais effectivement, à partir du moment où déjà il y a le crédit qui est mis dans les métadatas, la date, éventuellement la légende, etc., ça peut permettre de prouver l'antériorité si jamais un jour on voit qu'un tiers a publié la même photo, etc. Donc se protéger de cette manière-là, c'est assez simple en fait. Ensuite, formaliser, je pense, tous les échanges contractuels par écrit, ou en tout cas vraiment essayer de proposer un écrit quand on a un échange avec une entreprise, avoir un contrat en fait pour se protéger. Et il suffit d'un mail d'ailleurs. Il suffit d'un mail. C'est mieux un contrat, mais un email peut valoir contrat en fait, puisqu'un contrat il suffit qu'il y ait un objet de partie, un consentement, une contrepartie, donc tout peut se faire par mail. Mais si vous avez un contrat rédigé avec les bonnes clauses, etc., c'est sûr que ça aide dans le cas d'un conflit. Parce que pour les photographes, il y a quand même des notions importantes, c'est des notions qui sont obligatoires, mais bien définir la durée de la cession des droits, par exemple, la territorialité aussi, parce que ça va pas être les mêmes enjeux si ça va être une diffusion pour une campagne dans une ville, sur des supports déterminés, ou si c'est à l'international sur énormément de supports. C'est-à-dire c'est pas les mêmes, ça peut pas être les mêmes coûts, en fait, le même prix. Donc ça c'est vraiment important. Structurer, écrire, conserver toutes les preuves, et puis ça fait sérieux aussi. C'est-à-dire pour le co-contractant, on voit encore une fois que le photographe sait de quoi il parle, qu'il propose un contrat, il sait aussi quelles mentions il faut y intégrer. Ça c'est important, ça fait vraiment professionnel. Lorsque vous vendez une photographie, le fait de vendre l'œuvre, vous vendez en fait, en général, vous vendez l'objet corporel. Donc en fait, c'est la photographie en tant que telle que vous vendez. Ça signifie pas que l'acheteur va avoir les droits de propriété intellectuelle sur l'œuvre. Si le contrat ne précise pas que les droits de propriété intellectuelle sont cédés, ça veut dire qu'il a seulement les droits sur l'objet corporel. Et ça, je pense que ça peut être intéressant de le savoir, puisque, par exemple, votre co-contractant ne va pas pouvoir ensuite revendre l'œuvre. Il va pas pouvoir la photocopier. Il va pas pouvoir faire un tas de choses qui sont couvertes par les droits de propriété intellectuelle, et ce, même s'il est propriétaire de l'œuvre, et même si c'est une œuvre à des millions d'euros. Peu importe, en fait, la cession de droits d'auteur ne peut pas être implicite. Donc, il faut qu'elle soit vraiment par écrit, et il faut qu'elle soit d'ailleurs dans des formes précises, et donc notamment par contrat. Pour les photographes et même pour les autres auteurs, il y a quand même énormément de ressources qui sont accessibles.
comme je disais au début, le problème c'est qu'elles sont assez disparates, exactement. Alors faut savoir où les trouver. Mais par exemple sur la SAIF, il y a des barèmes qui sont disponibles, ou l'UPP pour les photographes. Il y a des informations, il y a des documents qui rappellent les notions juridiques. Bon. Il y a pas mal de collectifs, pas mal de syndicats qui proposent ces ressources-là. La question, c'est peut-être de se constituer une bibliographie, en tout cas quelque chose qui permet de recentrer tout ça. Et comme ça, quand on a une question, on peut aussi aller voir. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup d'outils qui sont à la disposition. Et puis les blogs, comme je citais celui de Joël Verbrugge. Mais ne pas hésiter à consulter ça et puis ensuite discuter, échanger les bonnes pratiques entre confrères, essentiellement ça. Évidemment, donc pour les artistes, les auteurs donc précaires qui n'ont pas accès aux droits, donc le Barreau des Arts est là pour les accompagner, pour les aider. Donc c'est très facile d'accès. On s'engage aussi sur des délais de réponse rapides, puisque nous, on essaie d'apporter une réponse juridique donc personnalisée, précise, sous 15 jours environ. Donc c'est quand même utile. S'il y a des situations d'urgence extrême, on peut le préciser. Comme ça, on s'adapte. Voilà. Donc en tout cas, le Barreau des Arts, c'est un des outils qui est à votre disposition. Donc n'hésitez pas. Merci Lucie et Corentin. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode numéro 10. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile. On mettra un lien en bas vers le site du Barreau des Arts, évidemment. Et nous, on se retrouve sur notre Instagram, qui est dans la description, sur Patreon, comme d'habitude, pour nous soutenir, sur notre nouveau site également, qui vient de sortir récemment. Voilà, c'était Alyosha pour le podcast Vision. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté Vision. Vous pouvez nous laisser une note et votre avis, vous abonner, partager le podcast autour de vous. Il y a aussi la possibilité de nous soutenir sur Patreon, plateforme de financement participatif. Pour vous aussi faire partie du podcast, comme Stéphane, Isabelle ou Antoine par exemple. Le lien est dans la description. Merci et à très vite pour un prochain podcast.